ça, bonjour à tous. Alors moi, je ne fais qu'introduire le sujet de Geoffrey. Je voulais justement revenir sur le contexte un peu des expériences du lab. Alors comme vous savez, les expériences du lab nous ont été lancées en fin 2020, début 2021. Et les expériences, c'est en fait des mini-projets orientés data science sur des problématiques assez concrètes. L'objectif, c'était de pouvoir défricher un peu une expertise et de connaître un peu les contours de certaines technos aussi. L'idée, c'était de les réaliser avec les collaborateurs par binôme sur une douzaine de jours. Donc c'est très court. C'est forcément, on fait beaucoup d'hypothèses. On va droit au but, mais ça enlève rien au fond du sujet. Jusqu'à maintenant, on a pu lancer 4 XP. Il y en a 2 qui étaient sur le NLP avec la classification d'articles de presse et puis la génération de titres. Elles ont été finalisées. On avait fait un retour un peu plus global lors d'un précédent LUM, mais vous avez aussi un article sur le site web internet de Lincoln, si vous voulez vous en informer. Et puis, on a aussi une XP qui est en cours sur du coup, le traitement de la bande son, notamment de commentaires audio de foot, pour essayer de détecter des événements chauds justement du match de foot. Ça, c'est en cours et ça va être finalisé dans les prochaines semaines. Et j'espère qu'on pourra vous le présenter également lors d'un LUM. Et puis, on a l'XP démasqué que Geoffrey va vous présenter, qui est donc du coup une expérience sur le traitement de l'image. C'est une expertise qu'on ne touche pas beaucoup aujourd'hui au sein du lab, donc du coup, pour nous, c'était l'occasion. C'était aussi l'occasion pour le binôme Geoffrey et puis Benoît de travailler sur ce genre de problématiques. Donc voilà, je te laisse la main, Geoffrey, sachant que tu as travaillé avec Benoît, mais qui n'est plus dans l'entreprise aujourd'hui, mais c'est toi qui vas être son porte-parole aussi aujourd'hui. Ouais, tout à Voilà, fait. merci à tous. Merci François. Pour commencer sur démasquer, je vais vous présenter la problématique qui peut être résumée finalement avec la petite image qui est à droite de la slide. On a une photo d'une personne masquée ou de plusieurs personnes masquées, on voudrait les démasquer. Et ce qu'on va faire là, c'est proposer un pipeline qui va être capable de prendre un ensemble d'images et de faire ça. Et donc, on a effectivement eu à la fin un outil où on peut utiliser une ligne de commande et vous avez un dossier, vous avez déposé vos images de personnes masquées et ça vous sort les personnes démasquées. Mais alors, quand je dis qu'on va démasquer des gens, c'est une réalité un peu complexe. Il y a des images voilà, où il peut y avoir plusieurs personnes sur l'image, il peut y avoir une variété de masques, les visages orientés de plein de manières différentes, le cadrage différent, l'éclairage qui peut laisser penser que voilà, si vous avez un fort éclairage sur à droite, vous allez avoir un pan de masque super éclairé à droite, et puis un masque sombre. On pourrait croire que vous avez deux masques, par exemple. Enfin, un algo pourrait s'y tromper. Et donc, on a voulu se restreindre tout de suite à un périmètre qui nous semblait abordable, donc avec des masques monochromes au motif abstrait, des personnes de face, visage centré, éclairage uniforme. Euh, et pour même résolution, mais ça, c'est selon un techno. Donc, on va avoir toute une étape de pré-processing que j'aborderai ensuite. Alors, comment est-ce qu'on a essayé de répondre à cette problématique qui a été notre méthodologie? Alors, il y a une approche directe qui serait possible actuellement, qui serait de faire un modèle de deep learning, une architecture unique qui prendrait euh, une image et qui ressortirait directement l'image démasquée. Mais cette approche directe, elle est pas simple à faire, déjà parce qu'il faut les bonnes données. Il faudrait avoir les images avec exactement la personne masquée et la personne démasquée. C'est pas facile à trouver. Il faudrait aussi une bonne puissance de calcul et un temps d'apprentissage assez long. Et on a, comme avec le périmètre, en fait, on voulait procéder itérativement et aller du plus simple vers le plus complexe. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait découper nos problèmes de façon assez naturelle ce qu'il y a sur l'approche indirecte, avec deux grandes étapes, la détection du masque et la complétion du visage, ce qui était pas mal parce que ça nous permettait d'obtenir des résultats sur une des parties, au moins, si jamais l'autre faisait défaut. Et puis, voilà, si on pouvait aussi paralléliser un petit peu plus les tâches avec Benoît. Et puis, autre avantage, c'est que en termes de données, c'était plus simple. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite, les données qu'on a utilisées pour répondre à la problématique. Alors, pour la détection du masque, déjà, on avait besoin d'images de personnes masquées. Donc, on est parti de la base COVID Face Mask, qui est une base trouvable sur Kaggle, avec pas mal d'images de personnes masquées avec un masque chirurgical ou en tissu, de face. On a réussi à trouver des choses qui correspondaient à notre périmètre dedans. Et on avait aussi quelques idées
pour trouver les masques, donc quelques idées naïves, et on a pu les appliquer et voir que ça fonctionnait visuellement. Ensuite, on a trouvé un outil, en fait, plus qu'une base de données, qui était intéressant. C'est un outil qui permet de poser artificiellement des masques sur des visages. Ça, c'est plutôt pas mal, puisque du coup, on avait une image, l'image masquée, et en plus, on savait exactement la surface qui était masquée. Donc ça nous a permis à, par exemple, mesurer les performances de nos méthodes de détection de masques, puisqu'on était capable ensuite de faire un indicateur pour dire, OK, ben, on a bien retrouvé la surface masquée, le label qu'on avait eu, qu'on avait dans ce dataset que j'appellerais synthétique. Donc voilà pour les données de détection du masque. Et là, on va voir les données de l'in-painting. Donc l'in-painting, c'est un mot tout simplement pour dire compléter une image quand il y a une partie manquante. Alors là, c'est du visage, mais ça peut être n'importe quoi. Et déjà, pour vous dire, on est parti d'un modèle pré-entraîné, ce qui fait qu'on n'avait pas besoin de données pour l'entraîner à nouveau. Mais par contre, ce qui nous a servi, c'était d'avoir les données de l'entraînement de ce modèle, puisque on a trouvé un modèle clé en main qui donne de très bonnes performances, de très bons résultats, c'est ce que vous voyez en bas à droite. Visage très réaliste, mais alors, est-ce qu'on allait retrouver les mêmes choses en utilisant le code? C'était pas tout à fait sûr, sachant que pas mal d'issues GitHub disaient qu'ils n'arrivaient pas à retrouver les mêmes performances. Et il se trouve que la base CelebA là, qu'on vient de voir, c'était aussi la base qui était utilisée pour les masques artificiels. Quand on a trouvé l'outil de masquage artificiel, il l'avait utilisé pas mal sur CelebA. Donc on savait que ça marchait bien là, sur ce jeu de données. Donc ça faisait double emploi. Pour la suite, on va passer aux algorithmes, vraiment les méthodes qu'on a utilisées pour les deux phases, détection de masque et in-painting. Alors pour la détection du masque, déjà, avant de commencer vraiment sur la détection du masque, il y avait une étape de pré-processing. On a essayé de mettre, enfin, on a mis à la même résolution et on a essayé de cadrer de la même façon toutes les images. Alors pour cadrer de la même façon, on a utilisé des outils qui servent à trouver ce qu'on appelle des landmarks sur un visage. Les landmarks, c'est ce que vous voyez sur l'image avec des pointillés. Donc, vous avez les yeux, vous avez le nez, les sourcils qui sont des landmarks qu'on peut trouver. Et une fois qu'on a trouvé ces landmarks, on est capable de délimiter du coup la surface d'un visage. Donc, on a des images centrées à peu près de la même façon. On a eu une première méthode qui était de dire, ben, tout simplement, tout ce qui est en dessous des yeux, ben, c'est du masque. Donc, on peut déjà tout obscurcir. Mais on s'est dit qu'on pouvait faire mieux que ça. Et on a essayé une méthode de clustering, déjà, donc avec DBScan, où on a donné au DBScan les positions des pixels et les couleurs. Et il nous a ressorti l'image que vous voyez juste au-dessus du mot clustering ici sur la slide. On voit assez nettement qu'il y a quand même une surface qui a été trouvée et qui semble correspondre au masque. Alors, notre outil pour sélectionner le cluster qui correspondait au masque, notre outil de landmarks, il nous a bien été utile, le landmarking, puisque il plaçait le nez et la bouche approximativement là où c'était censé être, globalement là où était le masque. Donc, on s'est servi de ça, on a pris le cluster là où est la bouche, on a pris l'enveloppe convexe du cluster, rajouté une petite marge, parce que souvent il manquait des petites parties, et on supprimait en mettant du zéro, du noir parfait dans l'image. Alors, pour cette méthode, avec le clustering, pour les images où on arrivait à trouver effectivement les landmarks, on avait du 80% de réussite. On estimait à 80% de réussite sur un petit jeu de données qu'on avait pris voilà, à la main. Mais on a réussi à un petit peu plus automatiser cet indicateur, puisqu'on s'est servi ensuite du jeu de données synthétique avec des masques donc artificiels. Et là, on a appliqué donc, notre méthode de détection du masque sur ce jeu artificiel. Et donc, on avait bien la prédiction et où est-ce qu'était le masque réellement. Et on a calculé un indicateur qui nous permettait de voir qu'on était effectivement autour des 80% de masques correctement détectés. L'indicateur, c'est l'IOU,
Pour le dire rapidement, c'est un indicateur qui, donc, intersection sur l'union, c'est l'intersection de ce qui est prédit et de la surface réelle. Donc, quand vous avez une bonne intersection, ça vaut 1. Et si jamais l'intersection s'écarte, bah, l'indicateur diminue. Et aussi, si la zone qui est prédite est trop large, là, ça va diminuer. En fait, donc, on avait 20% où ça marchait pas très bien. Alors, c'est souvent que ça sortait un petit peu du périmètre qu'on s'était fixé. L'éclairage était peut-être un peu trop fort d'un côté, ou il y avait quand même quelques motifs sur le masque, ou le masque était légèrement transparent, ce genre de choses. Et donc, on s'est dit, et si on essayait de faire une méthode mieux en utilisant de la segmentation d'images, un réseau de neurones pour la segmentation d'images. Donc, on a pris une architecture connue de UNET pour la segmentation d'images. On lui a donné à manger uniquement notre jeu de données synthétique. Donc, si vous regardez, par exemple, un des triptyques, vous avez à gauche l'image de la personne avec le masque, le faux masque. Tout à droite, la surface qui correspond au masque. Et donc, c'est ce qu'on a donné, donc l'image et son label, c'est ce qu'on a donné à notre réseau de neurones qu'on a entraîné. Et à notre bonne surprise, on avait des bons résultats sur notre jeu d'entraînement, avec un temps relativement court, ce qui nous permettait d'itérer en plus pour trouver de meilleurs paramètres. Et une fois qu'on était à peu près content, on a testé aussi sur des images réelles. Là en dessous, vous avez des photos de Benoît et moi. Et vous allez devoir me croire sur parole, mais par exemple, la photo en bas, la détection via le UNET était bien meilleure que la détection via le DBScan. Le DBScan, là, typiquement sur cette image, la partie très claire, il aurait vu ça comme un premier masque. Sur la droite, la partie en haut à droite, un deuxième masque, et la partie plus sombre, un troisième masque. Pour l'impainting, donc, on a utilisé un modèle pré-entraîné. On a réussi à trouver un modèle pré-entraîné, ce qui a demandé un petit peu de recherche, et qui fonctionnait. Alors, celui qu'on a pris, c'est DMFN, Dense Multiscale Fusion Network, qui repose sur une architecture GAN, Generative Adversarial Network. Et c'est un gros réseau de neurones qui prend beaucoup de temps d'entraînement, donc on n'a pas pu entraîner nous-mêmes, et qui donne des très bons résultats. Et donc, pour vous dire un petit peu comment ça marche le GAN, très rapidement, hein, puisqu'on n'a pas le temps de faire trop long dans ce format, mais il y a deux parties. Une première partie générateur qui va essayer de générer un visage, et une deuxième partie discriminateur, qui est l'adversaire, qui va essayer de déterminer, en prenant le visage simulé et le vrai visage, est-ce que le visage simulé est un vrai ou un fake. Et donc, ça s'entraîne un peu séquentiellement, et puis vous allez avoir un générateur qui va devenir meilleur à tromper le discriminateur, un discriminateur qui va devenir meilleur à déjouer les plans du générateur, ce qui fait que les deux vont s'améliorer, et à la fin, on va pouvoir avoir un générateur qui est très performant. Donc, maintenant qu'on a deux grandes briques, on va pouvoir assembler les deux et puis voir un petit peu les résultats qu'on obtient. Alors, j'ai oublié de dire, sur l'impainting, on n'avait pas tout de suite des très bons résultats. Mais on peut passer à la slide ensuite. Slide d'après. Alors, on n'avait pas au début de très bons résultats. Il y avait des photos où ça marchait très bien, d'autres photos où ça marchait pas très bien. Ou même le résultat était plutôt effrayant. Alors, on s'est rendu compte assez rapidement que s'il y avait une petite histoire de cadrage derrière. Quand on a regardé les jeux de données d'entraînement de DMFN, toutes les photos étaient cadrées à peu près de la même façon, que ce soit les images de Celeb A ou les images qui venaient d'autres datasets d'entraînement qui pouvaient être utilisés. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé la petite mosaïque là que vous voyez, la petite frise que vous voyez en haut. Là, on se rend bien compte que le cadrage est quand même très important. Il est très sensible au cadrage, ce truc d'inpainting, cet outil d'inpainting. Il faut avoir le visage avec la bonne proximité et aussi centré de la bonne façon. Une fois qu'on a réussi à peu près à déterminer la façon dont ça devait être fait, on a implémenté ça et on a pu tester du coup sur le jeu de données Celeb A sur lequel c'était censé présenter de bons résultats. Là, vous pouvez voir un petit peu les résultats que ça a pu donner. Donc, c'est notre pipeline qu'on a appliqué là-dessus, en bas à gauche, sur Celeb A. Vous avez donc des triptyques avec à gauche la personne masquée, à droite l'image réelle démasquée, et au milieu ce qu'on a pu obtenir.
Alors, on a des plutôt bons résultats avec l'Inpainting puisque ça, c'est cohérent en termes de coloration de la peau, des features, je dirais, du visage. C'est réaliste. Une fois qu'on s'est assuré que c'était bon, on a essayé forcément sur nous. Et vous avez les photos de Benoît et moi à nouveau, avec nos images masquées, le démasquage avec une petite marge quand même pour bien prendre toute la surface du masque, et le visage complété. Donc là, pareil, ça marchait peut-être pas aussi bien que sur Celeb A, mais quand même de façon satisfaisante, avec le teint qui a été pris en compte, aussi les proportions qui sont correctes. Si vous prenez par exemple mon nez ou celui de Benoît, c'est plutôt très réaliste, en tout cas je trouve. Mais bon, il y a encore des petits défauts, et ça, c'est ce qu'on va voir dans la slide suivante, qui, pour les critiques qu'on peut faire, une petite ouverture et le retour que j'ai sur l'XP. Alors, on peut améliorer la plausibilité de l'Inpainting. Là, par exemple, même sur Celeb A, là, si vous prenez l'image de gauche, en haut à gauche, vous voyez que ça a été complété, mais c'est un peu masculin, peut-être un peu trop à mon goût, par rapport à l'image originale. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être faire du few shot learning, où on donnerait à l'algorithme, avant de lui donner l'image masquée, on lui donnerait quelques images de la personne démasquée, et comme ça, il serait capable de faire réellement le visage de la personne. Un autre point qui est problématique avec notre résultat, c'est que on manque un peu de robustesse si le masque est encore trop transparent, qu'il y a des lunettes de soleil. S'il y a des lunettes de soleil, on n'est plus capable de trouver les landmarks, donc ça nous pose problème. Ou si le masque, ou là c'est pas vraiment un masque, un turban, mais un voile, il couvre plus que voilà, le bas du visage, et bien là, si on prenait l'enveloppe convexe, on gommerait tout le visage, tout simplement. Alors, comme ouverture qu'on peut faire, c'est d'améliorer tout ça, mais c'est aussi de peut-être améliorer tout ça. Un seul algorithme de deep learning, la solution, l'approche directe que j'avais dit au début, peut-être en utilisant le jeu de données synthétique qui nous a permis de détecter détecter des masques, pardon, et peut-être qu'on peut s'en servir directement pour entraîner un modèle à faire faire le pipeline complet. Et puis ce serait certainement beaucoup plus rapide que notre méthode qui met quand même quelques secondes pour chaque image pour démasquer. Et une fois qu'on a la cohérence et plus la rapidité, peut-être qu'on pourrait même peut-être faire de la vidéo. Vous avez un petit gif qui n'est pas une vraie vidéo, mais qui a été fait en tout cas avec notre outil. Et puis pour ce qui est de mon retour sur l'XP, ça a été une expérience très agréable. Donc je remercie François, le lab, et Benoît qui a participé avec moi. Parce que ça a été extrêmement rafraîchissant, ça a permis de voir des choses qu'on ne voit pas forcément en mission, des thématiques qu'on ne voit pas forcément en mission. La computer vision, c'est des choses très actuelles en machine learning, et donc s'y frotter, c'était vraiment intéressant. Et puis, oui, j'avais lu ça dans un article pour une autre XP, quelqu'un qui disait que ça faisait sortir du quotidien, et c'est vrai, et c'est vraiment très, très agréable aussi de ce point de vue-là. Donc, je vous remercie pour votre attention.